Mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci à tous d'être présents aujourd'hui. Cette année revêt une importance particulière pour la Nouvelle-Calédonie puisqu'il y a 10 ans, le 1er juillet 2013, entrait en vigueur le transfert de la compétence normative droit civil à travers la loi du pays du 20 janvier 2012. C'est donc en commémoration de cette étape majeure pour le pays que Waimoe Albanese et moi-même avons décidé d'organiser cette demi-journée pour dresser le bilan et pourquoi pas voir quelles pourraient être les perspectives de cette évolution significative. Je profite de ces propos introductifs pour remercier chaleureusement Waimoe, doctorante à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, avec qui ça a été un véritable plaisir de co-organiser cette journée. J'en profite également pour remercier la direction et tous les membres du LARGE, ainsi que les services techniques de l'université pour leur appui et leur soutien. Je vais commencer par vous présenter rapidement le format de cette demi-journée. Il y aura 2 tables rondes successives consacrées chacune à une grande thématique du droit civil. Bien sûr, de nombreuses thématiques auraient pu être abordées aujourd'hui et nous ne sommes pas sans savoir que le droit commercial avait lui aussi été transféré concomitamment au droit civil, mais il a fallu faire un choix et les intérêts et les enjeux étant sans doute différents, nous avons choisi de dédier plutôt cette demi-journée au droit civil. Au sein du droit civil, les tables rondes seront ainsi organisées. La première sera consacrée plutôt au droit des obligations et au droit des biens, et la seconde plutôt au droit des personnes et au droit de la famille. Ces échanges seront donc orchestrés par ma collègue Sandrine Sana, qui est professeure à l'Université de la Polynésie française, que je remercie d'être présente avec nous aujourd'hui. Je la remercie d'autant plus que, comme l'a signalé Nadège, la demi-journée d'aujourd'hui est un peu la petite sœur du colloque qu'elle a organisé elle-même il y a 10 ans, donc sur le transfert à venir de la compétence, lorsque justement elle était elle-même, comme moi aujourd'hui, en délégation à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Je tiens également à remercier, bien sûr, tous les intervenants d'aujourd'hui qui ont répondu, je dois le dire, avec beaucoup d'enthousiasme à mon invitation, à notre invitation. Je remercie également tous les membres du public qui participeront, je n'en doute pas, aux échanges à l'issue des différentes tables rondes. Je précise également que pour ceux qui voudraient voir, ou pourquoi pas revoir, les débats d'aujourd'hui, donc la journée est filmée et elle sera retransmise et disponible sur le site internet de l'université. Ces remerciements étant faits, et avant de céder la place à la première table ronde, j'aimerais fixer un cadre général au débat de ce matin, rappeler quelques évolutions et poser, pourquoi pas, quelques questions. Rappelons pour commencer que l'accord de Nouméa et la loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie ont décidé d'approfondir les compétences par 3 voies. Les nouvelles compétences transférées immédiatement en 1999, les compétences devant être transférées avant une certaine date, et les compétences transférées à la demande du Congrès. Notre matière, qui nous occupe aujourd'hui, le droit civil, relève du 2e domaine, les compétences devant être transférées avant une certaine date. Initialement, le transfert aurait dû intervenir au plus tard 6 mois après le début du mandat de 2009. Mais face à l'ampleur de la tâche, face à l'ampleur des enjeux, le transfert a été reporté à l'adoption de la loi du pays du 20 janvier 2012. Mais il ne suffisait pas de simplement décider de transférer. Avant de pouvoir réellement mettre en œuvre la compétence, il fallait déterminer d'où on partait. D'où on partait, c'est-à-dire faire le point sur le droit civil qui était jusque-là applicable en Nouvelle-Calédonie. Cette tâche n'a pas été sans difficulté, des difficultés liées notamment au principe de spécialité législative. Ce principe, rappelons-le, impose que les dispositions législatives et réglementaires relevant de la compétence de l'État, comme c'était le cas pour le droit civil avant transfert, donc, ces dispositions, pour être applicables en Nouvelle-Calédonie, doivent le prévoir expressément. C'est un principe au maniement pour le moins complexe, car il impose donc une extension pour toute disposition, même en cas de modification intervenant après une première extension. Ainsi, la non-extension d'un texte peut être volontaire, car le texte n'est pas adapté. La non-extension peut également résulter d'un oubli du législateur national. Un petit territoire situé à 17 000 km de Paris peut peut-être être rapidement oublié. Une fois ce recensement du droit applicable en Nouvelle-Calédonie fait, et donc les manques et les potentiels oublis identifiés, le transfert du droit civil a donc été précédé d'une ordonnance du 20 juin 2013 actualisant le droit applicable localement. Les autorités pouvaient ainsi exercer leurs compétences normatives à partir d'un droit positif à jour des dernières évolutions législatives et réglementaires en métropole. Le transfert a donc pu être effectif
il y a 10 ans, le 1er juillet 2013. Le transfert de la compétence droit civil ne s'est donc pas fait sans préparation. Il ne s'est pas non plus fait sans appréhension. Je citerai ici les propos de ma collègue Sandrine Sana, prononcés donc lors de son colloque il y a 10 ans, des propos qui résument les attentes et les craintes des uns et des autres face au transfert. Donc je la cite, pour ce qui est des attentes, « Il appartient donc à la Nouvelle-Calédonie de se donner les moyens d'être à la hauteur de la tâche. Être à la hauteur de la tâche, c'est d'abord, bien sûr, écrire des normes d'une certaine qualité technique. Il faudra pour cela des juristes confirmés, spécialisés en droit privé, et il en faudra sûrement beaucoup. Et il en faudra auprès de toutes les institutions qui participent à l'exercice du pouvoir normatif. Autrement dit, auprès du gouvernement, bien sûr, mais aussi auprès du Congrès, car il faudra au Congrès être moteur. Être à la hauteur de la tâche, c'est aussi donner à la société civile de véritables relais auprès du pouvoir normatif. C'est savoir identifier, par l'aide de ces relais, quels sont les besoins, quelles sont les attentes. Les professionnels, de ce point de vue, devront être des forces de proposition. » Fin de citation. Pour ce qui est des craintes à présent, je la cite, « Ce transfert est, pour l'immense majorité d'entre eux, l'annonce d'une fossilisation du droit. Le droit civil ou commercial calédonien, désormais privé de l'extension des réformes métropolitaines, est, dans l'esprit du commun, condamné à vieillir, à se figer, car la Nouvelle-Calédonie ne sera pas capable de suivre les évolutions et la modernisation du droit telles qu'elles se produiront ailleurs, et notamment en métropole. Le droit calédonien est donc voué, dit-on, à un décrochage à plus ou moins court terme. » Fin de citation. 10 ans après l'entrée en vigueur du transfert de la compétence droit civil, tentons un premier bilan pour voir si ces attentes ont été satisfaites et ou si les craintes étaient justifiées. Il ne s'agit pas ici, pour autant, de distribuer les bons ou mauvais points. Il s'agit de faire un partage d'expériences et de dresser un premier bilan d'étape. Le moment est en outre particulièrement propice aux réflexions, à l'heure où l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est de nouveau au centre du débat politique et où semble apparemment se poser, entre autres choses, la question du transfert inversé de la compétence droit civil. Ces éléments précisés, je souhaiterais revenir sur 2 points. Je vais revenir sur des éléments connus, mais qui avaient pu prêter à discussion. D'abord sur la délimitation de la compétence droit civil, et je reviendrai ensuite sur son utilisation. Sur la délimitation de la compétence droit civil, donc dans la perspective des tables rondes, je vais revenir sur des éléments connus, mais qui avaient été discutés. 2 questions, la question du champ matériel, d'une part, la question du champ d'application personnelle, d'autre part, de la compétence. Plus simplement dit, la question qui se pose, c'est que recouvre ce droit civil calédonien pour lequel la Nouvelle-Calédonie est compétente et à qui s'applique-t-il? D'abord, que recouvre ce droit civil pour lequel la Nouvelle-Calédonie est compétente? Le droit civil, c'est ainsi qu'on le définit à l'université, c'est le droit applicable en principe aux individus, aux personnes privées. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas vraiment dit grand-chose, en tout cas on n'a pas appris beaucoup de choses. Pour faire plus concret, on peut au moins dire que le droit civil, c'est un ensemble de règles extrêmement vastes, allant du droit de la famille au droit des contrats, droit des biens, droit de la responsabilité civile, droit des personnes. L'amplitude est immense. Et face à cette amplitude, le contenu de la matière transférée méritait d'être précisé. Les seuls éléments certains ici sont prévus par la loi organique, qui exclut des domaines de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, alors même que ces domaines relèvent traditionnellement du droit civil. C'est le cas du droit de la nationalité, qui reste de la compétence de l'État. C'est le cas également de la garantie des libertés publiques, un domaine qui touche grandement le droit civil, à travers notamment des exigences de liberté et d'égalité. Ce domaine, la garantie des libertés publiques, n'est nullement défini. Ainsi, selon la manière dont il est interprété, les contours du transfert peuvent être impactés. Face au doute sur le point de savoir qui, de la Nouvelle-Calédonie ou de l'État, pouvait délimiter les contours de cette matière civile, la solution retenue a été d'annexer une liste à la loi du pays, une liste qui précise les domaines exclus du transfert et les domaines inclus dans le transfert. Sont exclus ainsi, nous l'avons vu, le droit de la nationalité, mais également au titre de la garantie des libertés publiques, l'article 9 du Code civil relatif à la vie privée et les articles 544 et 545 du Code civil relatif au caractère fondamental du droit de propriété.
À l'inverse, sont cités dans la liste comme inclus dans le transfert énormément de matières, les 4 premiers livres du Code civil, donc du droit des personnes, du droit des biens, du droit des sûretés, mais également des matières plus spécialisées, telles que la propriété littéraire et artistique, ou également les baux ruraux. Cependant, il faut rappeler que cette annexe à la loi du pays n'a rien de normatif. Autrement dit, en cas de difficulté, de doute sur le point de savoir si une réforme relève bien de la compétence de la Nouvelle-Calédonie, c'est le juge qui tranchera, le Conseil d'État ou le Conseil constitutionnel, selon les cas. Après la question du champ matériel du droit civil de la Nouvelle-Calédonie, se pose la question de son champ d'application personnel. Autrement dit, à qui s'applique ce droit? 2 questions ici peuvent être soulevées. La première, ce droit civil s'applique-t-il aux métropolitains temporairement installés sur le territoire? Également, se pose la question de savoir si ce droit civil s'applique aux personnes de statut civil coutumier. Sur la première question, ce droit civil de la Nouvelle-Calédonie s'applique-t-il aux métropolitains temporairement installés sur le territoire? Ça revient, pour donner un exemple au hasard, à se poser la question de savoir de quel droit, celui de l'Hexagone ou celui de la Nouvelle-Calédonie, va régir le divorce de 2 métropolitains temporairement installés sur le Caillou. La pratique tend à démontrer qu'on va leur appliquer le droit de la Nouvelle-Calédonie. Mais l'inverse aurait absolument pu être soutenu, la question n'étant pas clairement tranchée. Et d'ailleurs, peut se poser la question, à l'inverse, de l'application du droit de la Nouvelle-Calédonie en métropole à des Calédoniens qui y seraient installés temporairement. Comme l'appelle la doctrine de ses vœux depuis longtemps, il pourrait être intéressant de préciser le champ d'application personnelle du droit de la Nouvelle-Calédonie, sa répartition avec l'État, et d'adopter des règles de conflit de droit interne pour résoudre définitivement ces questions. Resterait néanmoins à déterminer, bien sûr, qui serait compétent pour adopter ces règles. Un colloque avait d'ailleurs été organisé au sein du Large, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie en 2014, par mon collègue Étienne Cornu, et nous verrons peut-être lors des tables rondes ce que ceux qui pratiquent le droit au quotidien font de ces questions. Sur le point de savoir à présent si ce droit civil de la Nouvelle-Calédonie s'applique aux personnes de statut civil coutumier. La question peut sembler de prime abord très facilement résolue. En effet, au titre de l'article 7 de la loi organique, les personnes de statut civil coutumier sont régies en matière de droit civil par leurs coutumes. La réponse est cependant loin d'être aussi évidente. D'une part, il y a une importante limite à l'application de leurs coutumes aux personnes de statut civil coutumier, puisque, au terme de l'article, cette fois-ci 9 de la loi organique, tous les rapports mixtes sont systématiquement régis par le droit civil commun. De plus, et on peut peut-être s'en étonner, le législateur calédonien, en combinant sa compétence droit civil et sa compétence statut civil coutumier, a pu étendre certains mécanismes de droit civil commun aux personnes de statut civil coutumier. C'est le cas, par exemple, dans la loi du pays du 5 septembre 2022 relative à la protection des victimes de violences. D'autre part, cette fois-ci c'est l'article 18 de la loi organique que je mobilise, cet article exclut l'application de la coutume aux biens situés hors terre coutumière, même appartenant aux personnes de statut civil coutumier. Ces biens situés hors terre coutumière sont conformément à l'accord de Nouméa soumis au droit commun. Notons enfin qu'en s'appuyant de nouveau sur sa compétence droit civil et sa compétence statut civil coutumier, la loi du pays, cette fois-ci de 2018, a généré un droit civil de la Nouvelle-Calédonie applicable exclusivement aux personnes de statut coutumier pour la succession de leurs biens situés hors terre coutumière, en s'inspirant de la coutume. La question de la délimitation de la compétence droit civil à présent rapidement résumée, penchons-nous pour terminer sur l'utilisation par la Nouvelle-Calédonie de sa compétence. 10 ans après l'entrée en vigueur du transfert de compétences, quelle a été l'utilisation qui en a été faite et quelle pourrait être cette utilisation? Avant tout, il convient de rappeler que l'exercice d'une compétence ne consiste pas seulement en sa partie la plus visible, qui serait l'adoption de lois du pays. L'environnement juridique et administratif doit être prêt à la mise en œuvre des réformes adoptées. Il faut mettre en place préalablement des institutions opérationnelles. C'est par exemple ce qui a été fait à la suite du décret de 2014 portant transfert à la Nouvelle-Calédonie de la partie de service de l'État chargée de la conservation et de la mise à jour du double des registres de l'État civil. Quant aux réformes adoptées, à présent, l'exercice de la compétence est pour l'instant ponctuel, mais pourrait se poser la question de l'édiction, pourquoi pas, d'un code civil de la Nouvelle-Calédonie. Sur l'utilisation ponctuelle, aujourd'hui, jusque-là, le législateur calédonien est intervenu plutôt ponctuellement dans différents domaines. Sauf erreur, et en s'en tenant simplement ici aux lois du pays, j'ai compté 8 textes
touchant le droit civil et le plus souvent de manière accessoire. Les textes les plus simples à identifier sont ceux qui modifient le Code civil. Et ils sont pour la plupart couplés à une autre matière. C'est le cas par exemple de la loi de 2016, enfin pas par exemple, de manière exhaustive, c'est le cas de la loi du pays de 2016 relative aux privilèges et hypothèques, c'est le cas de la loi du pays de 2019 relative à la responsabilité et à l'assurance de la construction, de la loi du pays de 2020 relative à l'expertise en assurance construction et aux contrôleurs techniques, de la loi du pays de 2022 relative à la protection des victimes de violences et de la loi du pays de 2023 relative à l'amodiation de concessions minières aux fins de mise en valeur de la richesse minière territoriale. Parmi ces textes, peu finalement concernent principalement le droit civil, mais le droit civil n'est pas contenu que dans le Code civil. Et on trouve des textes qui relèvent de la compétence droit civil en dehors de toute modification du Code civil. C'est le cas de la loi du pays de 2016 créant un code agricole et pastoral et relative aux baux ruraux. C'est le cas également de la loi de 2018 relative aux successions des biens appartenant aux personnes de statut civil coutumier kanak. Et c'est le cas enfin de la loi du pays de 2023 relative à la rémunération pour copie privée et modifiant le code de la propriété intellectuelle. Pour l'heure, il apparaît qu'aucune modification d'ampleur de la matière civile n'a pour l'instant eu lieu, mais des projets de loi sont en cours. Des projets qui concernent plus directement le cœur du droit civil. Il y a des projets sur l'allongement du délai de déclaration des naissances en mairie, sur l'ajustement du dispositif de mandat de protection future, le changement de nom, prénom, mention du sexe à l'état civil, et dernièrement, depuis août 2023, le droit des contrats. Pour terminer mon propos par un peu de prospective, peut donc se poser la question de l'opportunité d'un exercice plus global de la compétence droit civil à travers l'adoption d'un code civil de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'il faut le rappeler, pour l'heure, il n'existe pas de code civil de la Nouvelle-Calédonie. Il existe un code civil applicable en Nouvelle-Calédonie, c'est-à-dire le code civil étatique, figé au jour du transfert, le cas échéant modifié par les lois du pays et des libérations postérieures. Qu'est-ce qu'un code de la Nouvelle-Calédonie alors ? Ce serait un code préparé par le gouvernement au regard du droit existant et adopté par le Congrès et réunissant de manière organisée, dans un plan avec une numérotation suivie, des lois du pays et des libérations dans le champ de compétences relevant de la Nouvelle-Calédonie. Le cas échéant, il pourrait être complété par la partie relevant d'autres collectivités comme les provinces. Il existe en ce sens un code du travail de la Nouvelle-Calédonie, mais pas de code civil de la Nouvelle-Calédonie. Cette entreprise rencontrerait sans doute des difficultés tenant par exemple à l'articulation des compétences. Il faudrait en effet composer avec la compétence de l'État, non négligeable en matière civile. Il faudrait également tenir compte de la compétence des provinces, qui peuvent rencontrer la matière civile. Prenons pour seul exemple la compétence environnement des provinces. Ainsi, quid de la responsabilité civile environnementale ? Est-ce que ça relève de la Nouvelle-Calédonie au titre du droit civil ou est-ce que ça relève des provinces au titre de l'environnement ? Une autre difficulté face à l'emprise de l'entreprise de codification serait les textes concernant les personnes de statut coutumier. S'ils ne relèvent pas de la compétence du législateur calédonien d'écrire le fond de la coutume, rien n'empêche de réunir dans le Code les lois relatives au droit de la coutume. Le droit de la coutume, c'est un terme pris par mon collègue Étienne Cornu. Je vais reprendre sa définition. Le droit de la coutume, c'est un ensemble de règles de pouvoir et de répartition qui n'apportent pas une réponse au fond à un problème donné, mais qui ont pour fonction de dire en quel cas la coutume doit s'appliquer et les modalités de cette prise en compte. C'est le cas, par exemple, de la loi du pays sur les actes coutumiers de 2007. De plus, nous l'avons vu, il existe des règles de droit civil calédonien applicables aux personnes de statut civil coutumier, par exemple en matière de succession, qui trouveraient leur place dans un code civil de la Nouvelle-Calédonie. Passé ces questions techniques, quel serait l'intérêt de faire un code civil de la Nouvelle-Calédonie ? J'en vois au moins deux. Le premier serait un intérêt pratique, tenant à l'entreprise de codification elle-même. Tout code a en effet une vertu essentielle, celle de faciliter l'accès au droit, spécialement pour les praticiens. Faire un code permettrait de penser globalement le droit civil de la Nouvelle-Calédonie, de le mettre en ordre, de le réorganiser, pourquoi pas se détacher du plan retenu par le Code civil de la métropole pour retenir un autre plan. Le plan relevant du Code civil de la métropole datant quand même du droit romain, on pourrait envisager quelque chose de différent. Ça permettrait de le débarrasser également de dispositions inadaptées au pays. Donc un intérêt pratique. Également, on pourrait y voir un intérêt symbolique. En effet, tout code a également sur son territoire une portée symbolique, une portée fondatrice.
Faire un code civil de la Nouvelle-Calédonie pourrait permettre de concilier la pluralité normative du pays. C'est sur ces paroles pleines d'optimisme que je cède désormais la parole aux intervenants des tables rondes et je vous remercie de votre attention.